D'accord, donc on va passer au dossier 3, au dossier 4, excusez-moi. Dossier 4. Alors, vous voyez en consultation une femme de 82 ans qui mesure 1,60 m, qui pèse 45 kg, qui a des difficultés de marche. Elle a pour antécédent une hypertension artérielle, un angor stable, un syndrome anxio-dépressif. Elle vous explique que lorsqu'elle marche, au début ça va, mais qu'au bout de 50 mètres, elle a des sensations que ses jambes ne la portent plus, qu'elle ne sent plus ses pieds, elle est obligée de s'arrêter. Après une minute de station acide, elle peut repartir, puis de nouveau au bout de 50 mètres, ça recommence, etc. Elle est veuve, elle vit seule dans un pavillon, ses enfants habitent loin de chez elle. Elle est autonome pour les activités de vie courante. Une petite imagerie. Question 1. Qu'est-ce que vous évoque cette symptomatologie? Quelles peuvent être les causes de ces symptômes et quels signes cliniques sont en faveur de chacune de ces causes? Alors ça, c'est une symptomatologie typique de claudication de la marche. Donc c'est une claudication à la marche et 3 causes de claudication. Il y a les causes canal lombaire rétréci, canal cervical rétréci et cause vasculaire. Donc le canal lombaire rétréci, c'est une atteinte lombaire, donc à cet endroit-là, il n'y a plus de moelle, donc c'est une compression plutôt de la queue de cheval ou des racines. En fait, c'est des racines de la queue de cheval. Ça ne donne pas un syndrome de la queue de cheval en soi, hein, mais c'est une atteinte pluriradiculaire. Et donc forcément, vous allez avoir une atteinte périphérique avec plutôt une abolition des réflexes. Donc si vous avez une diminution des réflexes, c'est en faveur d'une atteinte du canal lombaire. Des troubles sensitifs au moteur qui peuvent être de topographie radiculaire et une amyotrophie, encore une fois, c'est du périphérique dont on parle. Vous allez bien sûr examiner le dos à la recherche d'une raideur ou d'une douleur lombaire. Deuxième cause qu'il ne faut pas oublier parce que souvent on passe à côté, c'est le canal cervical rétréci. Donc à chaque fois qu'on a une claudication à la marge, des troubles vésico-sphinctériens atypiques, une amyotrophie, des interosseux sur les mains, il faut penser au canal cervical rétréci parce que là il y a des traitements à faire. Donc on va rechercher encore une fois une raideur ou une douleur cervicale. Le signe de l'hermite. Et puis comme je vous dis, des troubles vésico-sphinctériens, c'est en faveur de ça. Et puis là, ce sera plutôt des signes pyramidaux puisque c'est une atteinte médulaire, donc on va plutôt avoir des réflexes assez vifs au membre supérieur. Et comme je vous ai dit, au membre supérieur, vous pouvez avoir le syndrome lésionnel, c'est-à-dire au niveau de la lésion, de la compression médulaire, avec une amyotrophie. Généralement, on voit très bien une amyotrophie aux mains, soit loge ténare, soit loge hypoténare, soit les interosseux. Troisième cause, la cause vasculaire, donc artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et là, ce qui est en faveur de ça, c'est un souffle, une abolition ou une diminution des pouls. Comme signe associé, on recherche un anévrisme ou les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc vous pouvez rajouter aussi facteurs de risque. Ce n'est pas de l'examen clinique, hein, mais il ne faut pas oublier les facteurs de risque cardiovasculaire, bien entendu, et les troubles trophiques qui sont en faveur d'une atteinte vasculaire. Ok, donc on a vu l'imagerie tout à l'heure. Qu'est-ce que vous évoquez comme diagnostic devant cette imagerie? Déjà, comment est-ce qu'on l'a décrit? Première chose, c'est un scanner. Deuxième chose, c'est des découpes axiales. Troisième chose, c'est centré sur le disque intervertébral. Donc c'est lombaire, mais centré sur le disque intervertébral, puisqu'on voyait du disque au centre. C'est des fenêtres tissulaires, puisqu'on voit mal l'os, mais on voit bien le tissu. Et c'est sans injection. Donc ça, c'est la description du scanner. Il ne faut rien oublier là-dedans, bien entendu. C'est les premières choses à décrire. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait déjà un rétrécissement du canal. Le canal était rétréci, le foramen était rétréci aussi sur le côté. Qu'est-ce qu'on trouvait qui rétrécissait tout ça? Il y avait d'une part une arthrose interapophysaire postérieure. Je vous rappelle qu'on avait ici le corps vertébral, ici les pédicules avec les articulations articulaires postérieures, ici les lames et ici les épineuses. Et donc le canal ici était rétréci. Hein, et c'était rétréci d'une part par des ostéophytes ici, je vais les faire en vert, d'une part par des ostéophytes qui venaient en postérieur, donc il y avait des choses en postérieur qui arrivaient pour rétrécir le canal, et d'autre part par le disque. Donc ici on avait l'os en blanc et puis un peu de disque dessus qui débordait ici, hein, qui faisait un débord médian, et donc ça aussi ça rétrécissait le canal. Donc l'ensemble faisait un canal rétréci. Donc le diagnostic, c'était un canal lombaire rétréci, symptomatique, d'origine arthrosique ou dégénérative, en tout cas pas d'origine tumorale ou d'une autre pathologie, avec une claudication des membres inférieurs. Question 3. Vous décidez pour la traiter de réaliser une injection intradurale d'hydrocortisone à visée thérapeutique. Quelles sont vos précautions? La première, bien sûr, ça va être d'obtenir son accord, donner une information, d'obtenir l'accord et de garder la preuve de l'accord. Ça, c'est obligatoire, c'est médico-légal.
Ensuite, avant le geste, vous contrôlez l'hémostase et vous arrêtez les antiagrégants. Je vous rappelle qu'elle a un angor d'effort. Pour arrêter les anticoagulants, il va falloir un avis du cardiologue pour vérifier que son angor est stable. Ensuite, encore avant, puisque c'est des corticoïdes, on contrôle l'absence de foyer infectieux sur le plan clinique et par une prise de sang. Et puis alors ensuite, lors du geste, bien sûr, il va falloir respecter une asepsie, éviter les infections, utiliser du matériel à gestu unique. Et ensuite, après, on va surveiller les effets secondaires. Quels sont les effets secondaires? Il y a déjà le syndrome post-ponction lombaire. Il peut y avoir les complications de la ponction lombaire, donc syndrome post-ponction lombaire méningite, qui est quand même plus rare. Et puis, les complications de l'infiltration de corticoïdes, donc ça, c'est les dextros, donc les glycémies capillaires et la pression artérielle. Question 4. Quelques mois plus tard, donc elle a été soulagée par votre traitement, puis vous la revoyez en urgence à son domicile, elle vient de chuter en glissant sur le sol de sa cuisine. En l'interrogeant, vous découvrez que c'est la 4e fois qu'elle chute en 3 mois. Toujours pour des raisons bêtes, elle trébuche sur un trottoir, elle s'appuie sur un meuble installé, etc. Quelle est votre conduite à tenir immédiatement? Vous venez d'arriver au domicile. Et qu'est-ce que vous ferez plus tard comme traitement préventif? D'accord, donc dans l'immédiat, quand vous arrivez en tant que médecin au domicile chez une personne qui vient de tomber, vous cherchez les conséquences de la chute. La question principale, ça va être est-ce que je l'hospitalise, est-ce qu'il y a quelque chose de grave ou est-ce que je ne l'hospitalise pas, est-ce que je fais des examens complémentaires ou pas. Donc ça, votre examen, ça va être l'appareil locomoteur, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé. L'examen neurologique, est-ce qu'elle est tombée sur la tête, est-ce qu'il y a un trauma crânien, des complications neurologiques. Cutané et musculaire, tout ce qui est complications un peu superficielles. Donc, si besoin, biologie, examen radiologique en fonction de votre examen clinique. Et ensuite, encore une fois que vous faites dans l'immédiat, je vais rester en vert, qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat? Vous essayez de comprendre pourquoi là, elle est tombée ce jour-ci. S'il n'y a pas quelque chose qui a précipité, le facteur précipitant organique, vous savez que dans la chute de la personne âgée, il y a des facteurs de risque, facteurs extrinsèques, facteurs intrinsèques, qui sont des facteurs de base, qui sont là tout le temps. Et puis le jour où les gens tombent, ou les jours précédents, il y a un facteur précipitant. Il faut trouver le facteur précipitant qui a créé la chute à ce moment-là. Et notamment, ce qu'il faut rechercher, s'il y a une perte de connaissance et s'il y a quelque chose dans l'examen général, notamment cardiovasculaire ou neurologique, une faiblesse particulière, un syndrome infectieux, quelque chose qui soit responsable d'une faiblesse de la patiente. Donc pas d'hospitalisation, on rassure en fonction, bien sûr, de l'examen clinique. Ensuite, comment on va prévenir le risque de récidive? Comme je vous ai dit, on va traiter les facteurs précipitants, le nouveau médicament, l'infection intercurrente, etc. Et puis ensuite, on va traiter donc les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque de chute? Il y a les facteurs extrinsèques, qui sont les facteurs environnementaux. Donc là, on va vérifier ses chaussures. On va faire une visite à domicile, si on peut, avec l'ergothérapeute, pour réaliser les aménagements à domicile pour adapter l'environnement. Ensuite, il y a les facteurs intrinsèques propres à la patiente, donc on va arrêter les médicaments favorisants, traiter une hypotension orthostétique, faire un contrôle de la vue et une prise en charge nutritionnelle, ça c'est presque le plus important, comment elle est sur le plan nutritionnel. Vous pouvez en plus, pour l'aider, lui donner une aide technique à la marche, une canne, sachant qu'elle a une claudication, ça ne va pas être négatif, et lui faire de la kinésithérapie. Et en dernier, bien sûr, ne pas oublier, dès qu'il y a une pathologie, dès qu'il y a des risques de chute, il va falloir prendre en compte les conséquences potentielles des prochaines chutes, c'est-à-dire qu'elle ait un dispositif de téléalarme, je vous rappelle qu'elle habite seule chez elle, et traiter surtout l'ostéoporose post-ménopausique. Là, si elle n'a pas d'antécédent de fracture, il n'y a pas besoin forcément de biphosphonate. Par contre, calcium, vitamine D, ça va être important de contrôler et de supplémenter si c'est nécessaire. Quand vous la revoyez, elle est tellement anxieuse de tomber à nouveau depuis sa dernière chute qu'elle marche de moins en moins, donc le tableau assez classique. Vous souhaitez lui prescrire une kinésithérapie adaptée, rédigez votre ordonnance en précisant les objectifs. Alors, la rédaction de l'ordonnance de kinésithérapie. Il y a des choses à savoir qui sont à mettre systématiquement sur toute ordonnance de kinésithérapie. Il faut être assez rigoureux là-dessus. C'est toujours la même chose qu'il faut mettre. Bon, déjà, les choses habituelles, nom, prénom, nom du prescripteur, date, lieu de prescription, signature, ça c'est standard. Ensuite, il faut toujours que le mot massokinésithérapie apparaisse. Ça, c'est important. Et qu'est-ce que vous rééduquez? Qu'est-ce que vous mettez sur l'ordonnance systématiquement? D'abord, on va mettre qu'est-ce qu'on rééduque. Ensuite, on va mettre combien on le rééduque, quel est le nombre de séances et la fréquence des séances. Ça, il faut le mettre. Alors, il y a des lois qui disent que non, c'est le kiné qui choisit. Pour l'internat, on le met, on ne se pose pas de questions, on met le nombre de séances. Donc là, c'est un grand nombre de séances puisqu'on est sur longtemps. Je reste sur 2 séances par semaine parce que ça va être un suivi plutôt au long cours qu'à quelque chose d'intensif et de court, à renouveler bien sûr selon l'évolution. Ça vous permet de dire que c'est un peu le kiné qui choisit. Ensuite, la troisième chose à mettre, c'est où est-ce que ça se passe.
Est-ce que c'est au domicile ou est-ce que c'est au cabinet? Moi, ce que je conseillerais, c'est de faire moitié-moitié, domicile et au cabinet. Vous pouvez avoir les points si vous avez mis l'un à l'autre, il fallait simplement le préciser. Parce qu'au cabinet du kiné, il y a plus de matériel pour faire le travail. Et vous pouvez en plus demander sur l'ordonnance une prise en charge des transports médicalisés, ce qui permet à la patiente d'y aller en taxi ou en ambulance, en ambulance assis, en VSL. Et puis des séances au domicile, parce que c'est bien de se réadapter au domicile, de travailler sur les obstacles spécifiques du domicile, de faire de la rééducation dans le cadre de vie. Donc ça fait partie, c'est très complémentaire de la prise en charge du kiné. Et puis ensuite, la quatrième chose à mettre, c'est est-ce que vous le faites tout de suite en urgence ou est-ce que vous ne le faites pas en urgence? Ici, on est quand même dans une situation un peu difficile, il va falloir démarrer vite, on met en urgence. Vous voyez, il y a 4 choses à mettre sur l'ordonnance systématiquement. Ensuite, il y a 3 choses à mettre sur un courrier. Donc 4 choses sur l'ordonnance, 3 choses sur un courrier. Qu'est-ce que vous mettez systématiquement dans le courrier? La pathologie. On ne met jamais une pathologie sur une ordonnance. C'est pour ça que là, je vous dis qu'il faut le mettre sur un courrier, parce que ce serait une entorse au secret médical de mettre ça sur l'ordonnance. Vous mettez donc votre pathologie. Vous mettez les contre-indications et précautions. Ici, il faut faire attention à la coronaropathie. Donc les efforts, il va falloir qu'ils soient progressifs et en faisant attention. Et puis surtout, ce qu'on va demander là, c'est du renforcement musculaire. Renforcement musculaire, travail des amplitudes, travail oculocéphalogire, donc apprendre au mouvement de la tête et du tronc. Donc ça, c'est assez spécifique. Je m'étends pas là-dessus. Par contre, ce qui est très important qu'il faut que vous sachiez, c'est le relevé après chute. Donc ça, faut le faire apprendre par le kiné. Il faut qu'elle apprenne à se relever. Faut qu'elle travaille l'équilibre, bien entendu. Il va falloir qu'elle continue à travailler la marche, surtout sur les terrains instables et les obstacles, puisque c'est toujours les obstacles qui la font tomber. Donc il va falloir travailler les obstacles. Mise en situation à domicile, j'en ai déjà parlé, et travail en double tâche. Ça veut dire il faut qu'elle marche, qu'elle passe des obstacles et qu'en même temps on lui fasse faire des exercices de calcul, lui parler en même temps pour apprendre à faire plusieurs choses en même temps. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la rue en réalité? Il y a des obstacles un peu partout, puis ensuite en plus on est déconcentré. Quand on additionne ces 2 difficultés-là, c'est à ce moment-là qu'on tombe. Donc il faut le travailler en situation de rééducation. Question 6. Lors de votre visite, donc vous la suivez, elle se plaint maintenant de fuites urinaires alors qu'elle était continente auparavant. Quels sont les facteurs favorisant des fuites récentes que vous devez faire préciser chez cette patiente? Donc ça, c'est les fuites du sujet âgé. Il y a un mnémotechnique pour ça qui s'appelle Diapers. Diapers, c'est une marque de couche. Et donc les facteurs favorisant des fuites urinaires chez la personne âgée, il y a délire, confusion, donc les troubles plutôt cognitifs. Il y a les infections urinaires, bien sûr, c'est la première chose à chercher. L'atrophie vaginale, puisque vous allez pouvoir la traiter. Ensuite, il y a les troubles psychologiques. Les troubles pharmacologiques, ça c'est le principal, donc les diurétiques qui sont donnés au mauvais moment, les médicaments qui causent des rétentions urinaires, du coup il y a des fuites un petit peu par débordement. L'excès de diurèse, donc ça va aussi un petit peu avec l'azélique. La restriction de mobilité, ça c'est très important, la patiente qui n'a pas le temps de se lever pour aller aux toilettes. Et constipation fécalome, donc ça il faut le traiter aussi. Donc Diapers. Question 7. Grâce à votre prise en charge, la fréquence des chutes diminue, mais la patiente éprouve encore des grandes difficultés dans sa vie courante. Elle désire rester au domicile, mais elle est peu aidée par son entourage. Quelles aides pouvez-vous obtenir pour elle pour l'aider à rester au domicile? Maintien au domicile de la personne dépendante, pareil que retour au domicile de la personne handicapée. Il faut bien la connaître, la question c'est toujours la même chose, il y a 4 choses à dire. Aménagement de l'environnement, aide technique, aide financière, aide humaine. Il faut toujours parler des 4. Donc la première chose à faire, c'est l'aménagement du domicile. Donc ça, on l'a déjà fait probablement en partie. Si ça n'a pas déjà été fait, il faut le faire. Ergothérapeute, mettre en place la téléalarme, les sanitaires, l'accessibilité si jamais elle a un fauteuil roulant. Ensuite, aide technique, ça dépend des besoins. Ici, je pense que ça va être justement la téléalarme. Ça peut être un déambulateur, ça peut être utile en fonction de comment est l'environnement, bien sûr. Donc ça, vous vous adaptez à ce que vous pensez utile. Les aides humaines, dans les aides humaines, il y a l'infirmière qui peut donner les traitements, ça, si c'est nécessaire. Ici, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique à donner. Par contre, l'auxiliaire de vie pour l'aider à faire sa toilette, pour l'aider à sortir, faire ses courses, faire ses repas, etc. Ça, c'est important. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, l'auxiliaire de vie. Le portage repas non plus, c'est financé par la mairie, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. L'aide ménagère, c'est remboursé par personne. Ensuite, et finalement, les aides financières. Qu'est-ce qu'on a comme aide financière? Alors ici, elle a 80 ans, donc elle ne peut pas avoir le droit à la MDPH. La MDPH est jusqu'à 60 ans. Donc on a d'un côté, encore une fois, l'assurance maladie, ça je l'ai déjà dit, avec une prise en charge à 100%, les remboursements.
Là, c'est pas parce qu'elle est en ALD 30, mais elle a une polypathologie invalidante, donc c'est une cause de prise en charge à 100%. Donc là, c'est pas une ALD 30. Donc ça rembourse des aides humaines et techniques, ça prend en charge les transports, donc en fonction de ce qui est pris en charge par la Sécu. Par contre, il n'y aura pas d'indemnité journalière ni de pension d'invalidité puisqu'elle n'est plus en âge de travailler. Et par contre, ça c'est le plus important, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui est financée par la CAF, en fonction de la grille à GIR, donc de son groupe GIR, autonomie, gérontologie, groupe ISO ressources. Donc elle va être dans un groupe de dépendance et en fonction de son groupe de dépendance, elle va avoir le droit à plus ou moins d'APA. Et l'APA va permettre de financer justement l'auxiliaire de vie, les aides techniques si c'est nécessaire, tout ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. La MDPH, comme je vous dis, elle ne sert pas à grand-chose puisque c'est une personne qui est plus en âge de travailler, elle a plus de 60 ans. Par contre, elle peut quand même fournir la carte d'invalidité ou le macaron de stationnement, ce qui peut être utile pour cette patiente. Voilà. Donc encore une fois, on a fait de l'évaluation du traitement du handicap, donc ça s'est retrouvé dans tous les dossiers. Les techniques de rééducation, encore une fois, on les a vues pour une pathologie un peu différente. Troubles de la marche et troubles de l'équilibre, chute du sujet âgé, ça on l'a bien vu. Thérapeutique antalgique avec l'infiltration, rachialgie et douleur du canal lombaire rétréci, incontinence urinaire de l'adulte. Et voilà, j'ai terminé pour cette conférence.